le plus vous manquait d'abord en un mot de la vie politique? J'ai pensé à cette reconversion depuis très longtemps, je m'y suis préparée et je dois dire que pas grand-chose ne va me manquer de cette vie politique parce que je vais demeurer une citoyenne qui s'intéresse, qui parle, etc., même si je n'aurai plus de responsabilité dans un parti politique. Je vais regarder ça avec beaucoup de liberté parce que justement c'est ça que je vais retrouver et qui me manquait dans la vie précédente. Cette liberté, cette capacité d'expression, et ce que je retrouve me plaît plus que ce que j'ai perdu. Et alors, qu'est-ce que vous allez le moins regretter? Ce que je vais le moins regretter, c'est le fait d'avoir toujours des gens qui décident de ma vie, y compris de ma vie personnelle. Vous êtes entouré par des gens extrêmement dévoués, mais qui vous organisent, vous surveillent. On a quelquefois l'impression d'être un vase posé sur une étagère, qu'on prend. D'accord, les collaborateurs, les attachés voilà, de presse, les conseillers. Exactement. Au même moment, au ministère de la Culture, Frédéric Mitterrand accueille Aurélie Filippetti. Une passation aux allures de Festival de Cannes, empreinte de la plus grande courtoisie. Je lui souhaite bon courage, je lui souhaite bonne chance. Moi, je souhaite à Frédéric Mitterrand le bonheur, tout simplement. Bon, ça, c'est assez difficile à atteindre. On va aller à côté, Aurélie Filippetti découvre ses bureaux de la rue de Valois, image singulière d'une ministre accompagnée par sa mère pour sa prise de fonction. Elle a fait ses premiers pas dans les cités minières de Lorraine et elle arrive maintenant sous les ors de la République. C'est quelque chose de très très émouvant et je suis, je crois, légitimement très fière. Alors, Aurélie Filippetti ne parle pas de ses origines lors de la passation de pouvoir, mais sa mère est là et donc évidemment, elle en parle pour elle. Alors, c'est un moyen de faire passer des choses très personnelles lors de cette cérémonie protocolaire, d'où la question, et je me tourne vers vous, Jamil Daklia, les femmes sont-elles des politiques comme les autres ou sont-elles plus people, dans le people, que les autres politiques? Alors, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le people s'intéresse davantage aux femmes. Oui, mais là, en faisant venir sa mère, forcément, elle prête le flanc, Bien entendu. On a du mal à imaginer un ministre homme venant avec sa mère, ce serait tout de suite désobligeant pour lui. On considérait comme le fils à sa maman, exactement. Donc là, c'est une carte qui est jouée, une carte de communication politique qui est jouée à dessein de la part d'Aurélie Filippetti. Et ça introduit une dimension plus humaine, plus proche. Et on associe souvent les femmes en politique avec la gestion du foyer familial. Du coup, sur ces images, vous en pensez quoi, vous, de ces images? Est-ce que justement, dans ce contexte-là, c'est bien de jouer cette carte plus personnelle ou ça peut être dangereux parce que justement, ça sous-entend qu'elles vont être peut-être plus dans le registre, on va dire, de l'intime et moins dans le registre de la politique avec un P majuscule? C'est le risque. C'est le risque parce qu'on est un pays qui est un pays extrêmement politique. On est un pays qui se méfie énormément de toute la relation entre le public et le privé. Et tout ce qui peut apparaître comme étant l'exposition de sa vie intime, en général, est plutôt malvenu ou en tout cas n'est pas forcément perçu positivement ou créer de la suspicion à l'égard du fond politique. Donc, la maman d'Aurélie Filippetti, vous direz quoi alors? Ça peut susciter de la suspicion sur le fond politique? Ou en tout cas, ça peut susciter une petite interrogation sur la capacité d'Aurélie Filippetti à être entièrement libre de son action. Et le fait de faire appel à sa mère ou à un proche dans des moments qui ne sont pas forcément des moments d'émotion, mais qui sont également des moments politiques ou républicains, peut pour partie fragiliser Aurélie Filippetti. Un petit mot là-dessus? Juste deux choses. Effectivement, moi ce que je pratique souvent quand je regarde les images ou quand je lis des écrits de femmes politiques, je pratique ce que j'appelle le test de symétrie. Si c'était un homme, est-ce que ça fonctionnerait? Bon, évidemment, ça ne fonctionnerait pas. Parce qu'on a dit, parce que peut-être qu'un homme se verrait moins inviter sa mère à sa passation de pouvoir. Mais voilà, ça ne fonctionnerait pas. Donc on est là dans la construction d'une identité de femme spécifique. Alors, bien sûr, elles abondent ce type de stéréotypes et les journalistes, parce que là je crois qu'il y a aussi un mot à dire là-dessus, en jouent. Puisqu'ils répondent très fortement à cette mise en scène qui est faite par les femmes politiques. Ah oui, parce que les journalistes, ils aiment bien quand il y a un peu de people. Oui, voilà, donc il y a une co-construction qui est intéressante. Et je demande à tous, et notamment aux socialistes, de prendre conscience que nous avons besoin de soutenir et la police et la gendarmerie dans ces quartiers, notamment quand on leur tire dessus, parce que ceux qui leur tirent dessus ne le font pas au nom d'une révolte ou d'une révolution, ils le font parce qu'ils ne veulent pas que les forces de l'ordre interviennent dans les quartiers pour démanteler les trafics d'armes, les trafics de drogue qui brisent notre jeunesse. Et la gauche, parce que je ne me sens pas isolé avec la confiance du président de la République, du Premier ministre, de mes collègues au gouvernement, des élus socialistes, et c'est un changement par rapport à ce qu'on a pu connaître
par le passé. La gauche doit rétablir l'ordre républicain là où il y a un ordre qui est celui de la jungle qui veut chasser la République de ses quartiers. Mais je continuerai à mener le démantèlement de campements où il y a de la misère sanitaire, sociale, où il y a des bidonvilles. Qui peut permettre à gauche des bidonvilles dans le banlieue? Qui peut permettre des bidonvilles sous les autoroutes? Qui peut permettre que dans le département de la Seine-Saint-Denis, 7000 personnes vivent dans des conditions épouvantables dans un département qui connaît déjà la crise économique, l'échec scolaire et l'insécurité? Qui peut le permettre? La gauche est s'attaquer à toutes les inégalités, celles que connaissent ces populations qui sont les damnés de la terre, mais celles aussi que connaissent leurs voisins, les habitants des quartiers populaires. Voilà un discours enflammé, on voit qu'il a lâché ses notes et surprise, hein, non seulement les militants applaudissent pendant le discours, mais à la fin il a même droit à une standing ovation. Regardez. Voilà, alors la standing ovation, c'est dans la salle. Benoît Hamon applaudit un peu plus timidement, mais en tout cas, on y était dans la salle. C'était vraiment très convaincant comme applaudissement. Alors, peut-être d'abord sur la réaction de la salle. Voilà, Rémi Lefebvre et Alain Bergogneau. C'est quoi? Alors, c'est le PS qui a changé ou c'est tout simplement Manuel Valls qui a été très bon? Allez-y. Alors, chacun Moi, je pense son que tour. c'est le PS qui a changé. Manuel Valls était très bon, très combatif. Il était attendu. Hein, il a été légèrement critiqué. Et moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que là, il y a un aggiornamento qui s'est produit. Très clairement, la position du PS sur la sécurité, aujourd'hui, elle est assumée. Hein. Manuel Valls est le ministre de l'Intérieur, mais aussi le ministre de la Police. Hein. Il a défendu des positions moi, qui pouvaient paraître étonnantes, assez proches de la ligne de Nicolas Sarkozy pendant cet été. Et finalement, ça a suscité un tollé très faible. Et là, c'était validé par les militants. Hein. Ça a beaucoup, d'ailleurs, ça a été dit dans la presse, mais Benoît Hamon était très frappé par cette validation par les militants. Alors même mais là, on le voit, il est sous le choc. Il est groggy, alors même que Valls, c'est quand même quelqu'un qui n'est pas très populaire dans la base militante, parce que connu pour des positions plutôt droitières. Mais sur la sécurité, je crois que très clairement, là on le voit bien, le tempo qui est donné à Manuel Valls, ministre de l'Intérieur, c'est de ne pas être pris en défaut, hein, et de couper tout de suite l'herbe sur la critique du laxisme. Là, on est vraiment idéologiquement, hein, mais on le voit bien, là, il y a une droitisation de l'opinion sur les questions de sécurité. On voit aussi une droitisation des militants sur cette question-là. Alors, Guy Alves, sur la rhétorique, sur le... Non, mais au-delà du talent de Manuel Valls sur ce discours-là, je pense qu'on avait un membre du gouvernement qui était complètement à la tête de son ministère. Et puis il le dit, je suis le premier flic de France, ce qui en termes de rhétorique, je trouve, et en termes de culture PS, est extrêmement nouveau. Et ensuite, comparer le discours de Valls là à celui de Sarkozy, comme vous le disiez très justement, la sécurité n'est pas une question de droite ou de gauche. Je pense qu'il n'y a pas les Français de gauche ne veulent pas du laxisme et les Français de droite de la sécurité. C'est les motivations qui poussent à ce besoin de sécurité. Sarkozy demandait de la sécurité pour de la protection des biens et des personnes. Manuel Valls, dans son discours, et vous le disiez, en fait à chaque fin de phrase référence, est-ce que c'est de gauche? Est-ce que c'est de gauche? Demande de la sécurité pour du respect des valeurs sociales, morales, voilà. Et quand il vous dit, est-ce que des bidonvilles, c'est de gauche? Voilà, on a un besoin, un tronc commun qui est le besoin de sécurité pour des motivations complètement différentes. Donc vous n'avez pas l'impression qu'il oppose un peu quand même ce que subissent ces populations, entre les Roms, et ce que subissent les habitants des quartiers populaires, qu'il oppose un peu les deux quand même? C'est la réalité. C'est-à-dire quelqu'un, évidemment, qui a aussi évolué depuis 1968, Daniel Cohn-Bendit, quand il a fait une interview sur la question des camps des Roms, a bien montré la contradiction de la réalité. Il faut tenir les deux bouts. Et il n'y a pas on peut rien faire d'autre, ni pleinement d'un côté, ni pleinement de l'autre. Donc ce discours est le seul que l'on puisse faire. Moi, je pense qu'en matière de sécurité, il y a des alternatives. Il y a pas, quand vous dites qu'il n'y a pas de discours de sécurité de gauche et de droite, il y a la sécurité. Je pense qu'aujourd'hui, la difficulté, au-delà de l'invocation des milieux populaires, qui est une tonalité un peu du discours de gauche. Voilà, il le fait pour faire passer un peu la pilule. Mais quelque part, par rapport à Sarkozy, effectivement, je suis d'accord avec Alain Bergogneau quand il dit que les traces de cette évolution du PS sur la sécurité, elles sont longues. Elles datent de Villepinte, 97. Mais je pense que Nicolas Sarkozy a aussi défini un agenda sécuritaire que, d'un certain point de vue, le PS a entériné. Arrivé hier soir en TGV en gare de Hyères, François Hollande avait encore sa cravate.
Le président dit normal joue la carte de la simplicité, avec un peu de mal à décompresser. Ce sont des vacances, comme je l'ai dit, normales, mais pas ordinaires, car nous sommes dans un contexte qui est très difficile. Il y a encore des turbulences sur les marchés européens, une décision de la Banque centrale européenne qui est conforme à ce que nous avions nous-mêmes engagé à la fin du mois de juin, mais qui doit être maintenant mise en œuvre. Et puis nous avons toujours ces difficultés d'emploi, donc ce ne seront pas de vraies vacances, mais en même temps c'est un moment de pause. Merci, c'est très gentil. Vous la rends quand même? Oh, je la prends quand même. François Hollande, pas de sortie musclée en vélo façon Sarkozy, mais un pas tranquille avec Madame à la Chirac. Le retour des vacances de François Hollande, toujours en train, mais un peu plus bronzé le 19 août. La rentrée c'est maintenant, et c'est du travail qui nous attend, les Français qui veulent que les problèmes qu'ils rencontrent soient réglés, donc le changement ça se poursuit à son rythme, mais avec volonté et avec la perspective de redresser la France. Vous avez eu le temps de vous reposer? Oui, mais enfin, en étant vigilant. Merci à vous. Merci. Il dit ce sont des vacances normales, mais pas ordinaires. Il parle de pause, mais en même temps, au retour, la rentrée, c'est maintenant. Oui, un petit mot sur ces messages, Jean-Louis Missika. Moi, ce qui me frappe, c'est que le récit de la présidence Hollande n'a pas commencé véritablement. Je m'explique. Aux vacances ou aujourd'hui? Non, même aujourd'hui. Ah. C'est-à-dire qu'un mandat présidentiel, c'est une histoire qui dure 5 ans. Et donc, c'est une histoire avec un récit, une narration. Ce qui se passe avec François Hollande, et ce qui est assez intéressant, peut-être justement, qui éclaire un peu sa personnalité, c'est qu'on sent une sorte d'hésitation. C'est-à-dire que le récit n'a pas encore complètement commencé. On ne sait pas quel type de héros il est, quel type on connaît les problèmes qu'il doit résoudre, on sait les difficultés auxquelles il doit faire face, mais on ne sait pas dans quel ton, dans quelle tonalité, dans quel style. Est-ce qu'on est dans la tragédie, est-ce qu'on est dans le drame, quelle est grosso modo l'histoire qui va nous être racontée. Et donc il y a un effet de suspense, de suspension du temps, qu'il va falloir résoudre à un moment donné, parce que cette histoire, elle a déjà commencé, et d'un certain point de vue, s'il n'est pas capable de la maîtriser, ce sont d'autres qui vont la raconter. Je crois qu'il a commencé à écrire son histoire, contrairement à ce que dit Jean-Louis Missika. La banalitude, la normalitude, toujours cette espèce d'obsession de faire le contraire de ce qui se faisait hier. Et ça ne peut pas marcher, parce qu'il y a une erreur fondamentale. La proximité attendue par les Français, c'est pas de les singer, c'est pas de se balader en Bermuda dans les rues du Lavandou quand on est président de la République. C'est pas la même simplicité. On a dire que ça, on avait l'habitude. Non, c'est pas la même simplicité que leur vie quotidienne. La proximité attendue. La cravate ou la proximité attendue par les Français, c'est la proximité par rapport à leurs préoccupations. C'est qu'est-ce que vous faites par rapport aux soucis que j'ai ou aux attentes que j'ai. Et vous verrez que ce sera son Fouquet's à lui. Les vacances, qu'est-ce qui sera? Alors attendez, qu'est-ce qui est son Fouquet's? C'est son feuilleton à lui. À chaque fois qu'il va prendre le train, on dira est-ce que les bagages sont arrivés en Falcon? À chaque fois qu'il fera quelque chose, il ira en voiture à Bruxelles, les Belges diront, ou en train, pardon, les Belges diront et combien de bagnoles sont arrivées pour repartir la nuit? Et donc vous verrez, c'est son Fouquet's à lui.